Bonjour Pascal. Merci Bonjour d'être Eric. venu à cette interview. L'interview du mois du permaculteur du mois sur permaculteur.com. Pascal Depienne, un grand permaculteur très actif. Et je voulais directement commencer alors avec la première question, Pascal. Si tu as envie de te présenter, profites-en. Depuis quand connais-tu la permaculture? Comment se fait-il que tu t'y sois intéressé? Voilà, qui es-tu? Dis-nous un petit peu tout ça. Eh ben oui, donc bonjour Eric à nouveau. J'ai découvert la permaculture dans un chemin de recherche. J'étais étudiant. Premier facteur, j'étais pas content. Deuxième facteur, je m'intéressais à l'écologie. J'avais une tendance, les animaux, la nature, tout ça depuis que je suis tout petit. Voilà, ces trois choses ont fait que rentrer dans la vie active en tant que prof, parce que j'avais plus que ça après avoir traîné longtemps à la fac, j'avais plus que ça à m'apporter, quoi, prof ou chercheur. D'accord. Je me suis dit, je vais prendre un peu de temps pour réfléchir, après avoir raté mon CAPES, je précise, et je me suis dit, je vais aller enseigner pour de vrai. Je suis parti en Chine, où j'ai eu beaucoup de temps libre. Et là, donc, j'ai ouvert un bar, j'ai mené ma petite vie, j'ai fait mes petites expériences et j'ai surtout fait des recherches personnelles, lu beaucoup sur la philosophie, la politique. Je m'intéressais beaucoup à la politique. Et on va dire que je suis arrivé à la permaculture par l'anarchie verte et ces mouvements un peu radicaux, gauche, écologie, etc. D'accord. Et même si tout ça, voilà, c'est un militantisme un peu passé, c'est quand même par là que je suis arrivé à la permaculture. Et en vacances, un jour, je suis arrivé dans un lieu où les gens pratiquaient concrètement ce que moi j'avais juste imaginé ou documenté dans ma tête, c'est-à-dire comment on peut vivre sur cette terre avec une certaine notion de l'éthique et un respect de l'environnement et de l'humain. D'accord. Et je suis arrivé à un endroit en Thaïlande où les gens vivaient comme ça, étaient autonomes déjà depuis 10 ans, construisaient leur maison, produisaient leur électricité, leur eau, et vivaient dans le meilleur des mondes. Et je me suis dit, ben, banco, c'est ça que je dois faire. Ah, Et donc génial. j'ai pris les bouquins, j'ai tout lu, j'ai fait mon CCP dans la foulée, et j'ai trouvé un terrain dans la foulée. Je dirais que depuis le jour où j'ai découvert la permaculture, la vie a choisi pour moi ce qui allait se passer. Ok. Voilà, ça a été très vite après. Ah oui, donc les choses se sont mises en place, et se sont enchaînées, quoi. C'est vrai que quand on est passionné. Mm. Ok, donc Donc toi. j'ai, Oui, ouais. vas-y. Bah, Donc tu as vu. en fait, une fois que j'étais en Thaïlande, je me suis proposé de faire du volontariat. Donc j'ai commencé par faire un volontariat pendant 6 7 mois sur un projet qui s'appelle le projet Panya en Thaïlande, qui est assez connu, pendant 7 mois. Et j'ai fait leur site internet à l'époque. Et une fois là-bas, j'ai cherché où je devais me poser parce qu'il était plus question pour moi de. C'était bien d'aider les autres, mais j'avais besoin de mettre en pratique directement ce qui me parcourait la tête sans arrêt, ce qui était bouillonnant dans mon cerveau. Et donc il y a un terrain qui m'a trouvé rapidement. Je n'ai pas cherché. Quelqu'un m'a dit, oh, il y a un terrain disponible à côté de chez nous. Je l'avais vu 2 ans avant. J'ai trouvé et je me suis trouvé en Poitou-Charentes 2 mois après. D'accord. Ouais. Et donc tu as vu un exemple vivant de permaculture, c'est ça que tu dis, qui était déjà établi par des gens qui faisaient ça depuis longtemps alors? Ouais, alors il y avait deux projets à l'époque, il y avait trois communautés, on va dire, et il y en avait deux qui étaient bien avancées et une qui était en construction. Et donc il y avait un projet qui avait déjà plus de 10 ans, qui était mené par un Thaïlandais, et il disait pas qu'il faisait de la permaculture. Si tu veux, ça ressemblait plutôt à ce qu'on appelle l'agroécologie, voilà, mais c'était de la permaculture, puisque c'est des mots qui se confondent et qui se chevauchent. Oui, bien sûr. Et à côté, il y avait un projet américain, donc par 10 Américains, qui étaient fondateurs du projet, qui a mis des sous dans l'achat d'un terrain en Thaïlande pour développer un projet alternatif du même type en permaculture. Et donc, ils ont acheté 3 hectares en Thaïlande, ils ont fait venir Geoff Lawton, ils ont fait un Ah CCP oui, assez important, ils ont creusé des mares, des baissières. Bon, c'est un chouette projet où il y a une ambiance particulière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de gens qui habitent sur place, c'est une communauté un peu autonome où les gens viennent, partent, reviennent, s'en vont, etc. d'accord. Ok. Et donc une fois que tu as pratiqué, tu es resté combien de temps? J'ai pas bien compris combien de temps tu es resté là-bas?
6 mois. 6 mois, d'accord, ok. Et donc après tu es revenu, tu as appris la permaculture et tu as lancé directement ton projet alors. Ouais. Donc est-ce que tu as directement pratiqué le design quand tu as commencé comme ça ou tu saurais justement me dire un peu comment tu fais maintenant ou est-ce qu'au début tu faisais le design, est-ce que maintenant tu le fais? Est-ce que tu utilises une méthode particulière pour y arriver? Bah alors, moi, quand je suis arrivé ici, déjà, je me suis dit, la première chose à faire, c'est ma méthode, c'est répondre à mes besoins. Déjà, en ce qui concerne sur mon projet. Quand je fais un design pour quelqu'un d'autre, c'est différent, mais même si les questions sont les mêmes. Donc, répondre à mes besoins, c'était d'abord l'habitat. Donc, je me suis dit, je vais me concentrer sur acquérir les compétences pour construire une maison, réparer une maison. Ouais. Donc, j'ai passé les 2 premières années de ma vie à construire. D'ailleurs, je construis encore, ça, c'est pas vraiment arrêté. Et Ouais. petit à petit, j'ai orienté ma concentration sur les choses que j'avais besoin de savoir. Donc, après, je me suis dit, bah, il faut que je produise ce qui me nourrit. Ensuite, je voulais pas me connecter à EDF, donc il fallait que je produise mon électricité. Je voulais boire de l'eau de pluie, il fallait que j'installe un système pour l'eau de pluie. Je voulais des animaux, je voulais des œufs, etc. Donc petit à petit, j'orientais ma concentration sur des domaines pour étendre mon confort et améliorer mon confort de vie. Ouais. Donc ça a été plutôt ma stratégie ici. Et en même temps, comme j'avais suivi le CCP, que j'avais les bouquins de permaculture, j'ai fait le processus de design en partant du global et en allant vers le détail. Donc j'ai fait des plans qui sont toujours valables aujourd'hui, même si le design a évolué. J'ai utilisé la méthodologie qui est une des plus connues, on va dire, en francophonie, c'est OBREDIM. Ouais. Donc, c'est un acronyme qui vient du génie civil anglais, donc de l'urbanisme, et où on part de l'observation du paysage, des éléments, des voisins, du voisinage, de la commune, du terroir, de l'historique, etc. Et on va tout doucement vers une vision d'avenir de notre projet. Donc on part de l'observation, ensuite on va étudier les bordures que tu connais bien parce que tu as fait ton CCP aussi. On va faire les bordures, on va s'occuper de ce qui est les limites physiques du projet et les limites aussi mentales, financières du projet. Ensuite, on va évaluer les besoins. Donc, on va passer aux besoins. Quels sont mes besoins? Donc, avec ce qu'il y a sur le terrain, auxquels besoins je peux répondre et quels sont les besoins qui ne sont pas satisfaits par le terrain et qu'il faut que je fasse entrer de l'extérieur ou quelles sont les connexions qu'il faut que je fasse avec l'extérieur, etc. Bon, là, je vais vite, hein. Oui, excellent, excellent. Mais c'est bien, Et un petit résumé, c'est toujours bien parce que justement, beaucoup de monde se pose des questions de comment faire avec peu déjà au début quand on commence. C'est continue, continue. voilà, donc l'évaluation des besoins et des ressources disponibles sur place. Donc, D'accord. moi, je savais qu'il y avait des bois juste à côté. À l'époque, on les avait pas achetés, mais on a réussi à acheter un petit hectare et demi de bois. Et ça, c'était important en termes de besoins. Ouais, Donc, les ressources, les besoins, et ensuite, comment, par le design et par le dessin. Donc là, c'est vraiment, une fois qu'on a les ressources, on a les besoins, on sait ce qui manque, on a constaté les déséquilibres sur le terrain, les choses qu'il faut améliorer. Eh ben, on prend un papier, un crayon, on essaye de connecter les choses entre elles et parfois il faudra rajouter un élément pour boucler la boucle. Il n'y a pas longtemps, on a bouclé la boucle de la fertilité à la maison, hein, parce que c'est pas quelque chose. Je vais prendre l'exemple de la fertilité, par exemple. La fertilité, nous, on a des toilettes sèches depuis le début qui produisent une énorme quantité de matière organique parce qu'on ouais. reçoit beaucoup de monde. Ce qui est Ah oui, merveilleux, il suffit de voir notre terrain par rapport à celui des voisins. C'est juste les gens qui viennent ici qui font que les arbres poussent plus vite. Il y a pas à dire. d'accord. Et donc les arbres poussent plus vite et on a décidé que la fertilité des toilettes sèches n'allait pas dans le potager. Parce que sinon, mes parents viennent plus manger à la maison, les amis, si on leur dit, ça bloque, voilà, problème culturel. Donc on a dit, on fait pas ça. Et on met le compost donc sur les arbres. Et du coup, pour boucler la fertilité, on taille les arbres. Pas que les fruitiers d'ailleurs, hein, on fauche les noisetiers, on fait du recépage et on passe tout ça dans un broyeur et qu'on a acheté d'ailleurs récemment parce que ça coûte des sous. Et on broie tout ça et on met ça dans le potager. Donc on a enfin bouclé la boucle de la fertilité. On ne fait plus rentrer de matière de l'extérieur pour nourrir notre sol. Parce qu'avant, on faisait rentrer de la paille, du foin ou des choses comme ça. Oui, c'est ça. Et donc ça, petit à petit, on a répondu à tous les besoins du lieu. Et aujourd'hui, je crois qu'on peut dire qu'on est autonome
en presque tout. Bon, il y a encore des petites choses pour lesquelles on passe par un groupement d'achat ou on va encore au supermarché pour du PQ, malheureusement, ce genre de choses, quoi. Oui. Il y a la plante du bouillon blanc pour s'essuyer les fesses. Ah ouais, moi je la fume alors, c'est Ah. faut choisir, quoi. J'ai Ok. arrêté le tabac il y a pas très longtemps et comme je compense un petit peu, le bouillon blanc, c'est une plante, qui se fume et qui est très, très agréable à fumer. Ah bon, ok, merci. Donc c'est pour se déshabituer de la nicotine alors, c'est ça? Voilà, ça marche très, très bien pour ça. Ok, Et ok. évidemment pour les toilettes, c'est pas mal non plus, Oui, j'ai pas concrètement essayé, bah, il faut beaucoup de feuilles, hein. ouais. Ok, bah merci, c'est bien. Donc toi tu as donc commencé depuis pas mal de temps. Alors donc votre système est déjà bien avancé. Alors là, tu n'as plus qu'à attendre que ça pousse ou t'as encore, tu as déjà aménagé tout ton terrain ou tu as encore d'autres étapes à finir? Bah, disons qu'en fait, je pense que quelle que soit la taille du terrain, il y a toujours des petites choses à rajouter, des petites choses à modifier. Il y en a pour toute la vie, quelle que soit la taille du terrain. Bon, nous, on a 5000 m² de prairie. Je dirais qu'il y a plus de place pour planter des arbres. Il y a à peu près 350 arbres plantés sur les 5000 m². Ouais, C'est beaucoup. Il y a beaucoup de plantes vivaces plantées, mais on peut toujours en rajouter et pendant encore, à ouais, mon avis, 10 ans, parce que bah, les couvre-sols, c'est quelque chose qu'on a bien commencé, mais qui prendra beaucoup de temps à installer. Et puis surtout, il y a d'autres projets. On a racheté un terrain avec à plusieurs qui s'appelle, enfin, c'est un projet de sauvegarde des pommiers kazakhs, ouais. donc le pommier originel. Et on a acheté 1 hectare avec des amis pour faire une forêt comestible de pommiers, avec une canopée de pommiers kazakhs, mais aussi plein d'autres plantes, donc des pêchers, des cerisiers, des couvre-sols un peu partout, des lianes, etc. Donc un endroit qui sera aussi très productif d'ici 5 à 10 ans, on va dire, pour atteindre une productivité importante. Donc il y a beaucoup de choses qui sont ici, qui produisent déjà. Je dirais qu'on est autonome en électricité, en eau, financièrement aussi, puisque bah, maintenant j'arrive à boucler un peu la boucle avec les différentes activités que j'ai. Et puis Ok, en nourriture, parce que le potager, on a un gros gros potager qui arrive à nous fournir une grosse partie de nos légumes. d'accord. Quand la saison des stages commence, là, on est obligé quand même d'acheter quelques légumes de l'extérieur de temps en temps parce que tous les étés, depuis qu'on est sur ce terrain, on est entre 15 et 20, ce qui fait beaucoup, beaucoup avancer les choses, Ouais, c'est certain, mais bon, c'est difficile à nourrir. 15 personnes qui mangent de la salade à tous les repas, ça c'est fait sûr. énormément, énormément de salade. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et alors vous êtes végétarien alors que tu ne parles pas de viande, j'entends. Non, 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 on n'est pas végétarien, donc ça fait partie des choses qu'on ne produit pas entièrement. On a des oies, des canards et des poules, Hmm, donc ça, on produit la volaille. Par contre, on n'a pas de cochon, on mange encore du cochon. Ma femme est chinoise, donc je pense pas que on va s'arrêter de sitôt. Et d'accord. bah, je suis pas contre moi manger un peu de viande de temps en temps. Ça fait dans mon système éthique, c'est quelque chose qui loge. Hein. Si les animaux on prend soin d'eux, qu'ils sont utilisés à des bonnes fins et de la bonne façon, il n'y a pas de souci. Et on a des bois, donc il est question qu'on ait des cochons à l'avenir Ah d'accord. qui se nourrissent de glands et de châtaignes. Donc on a bon espoir de passer ce cap-là. Donc avec les voisins en collectif. D'accord. Et pourquoi n'as-tu pas déjà pris un cochon parce que, enfin, par exemple, pour labourer le terrain ou ce genre de choses? Parce que, enfin, moi, j'hésite à en prendre un et parce que justement, j'attendais d'avoir de quoi le nourrir dans le terrain, le cochon. Mais on m'a dit, mais non, n'attends pas, prends un cochon tout de suite, tu le nourriras et après, il y aura de quoi manger un jour. Mais je veux dire, quel est, oui, justement, dis-moi un peu ce que tu en penses. Moi, je crois pas. Alors déjà, les cochons, c'est beaucoup de travail. Je pense qu'il faut tout de suite être honnête avec ça. Si t'as pas de quoi le nourrir, si la nature n'a pas de quoi le nourrir sans que tu te déplaces tous les matins, c'est beaucoup de travail. C'est la différence entre un végétarien et pour moi et un carnivore, c'est que le végétarien, il travaille quand même 3 fois moins que le carnivore. Donc en Oui, bien ça, c'est sûr. déjà intéressant d'être végétarien, Ouais. si on met le côté éthique de côté. Et le cochon, déjà pour moi, si tu as un cochon, il en faut au moins deux pour le bien-être de l'animal. Et Ah deux oui. cochons à nourrir, c'est déjà énorme. Ben, C'est déjà énorme. ouais. Ça mange des quantités astronomiques et ça ne rend que à peine un tiers de ce que tu lui as donné en viande.
Je dirais que c'est pas la première chose à faire. Je pense que les cochons, c'est intéressant en collectif, pas tout seul. Enfin voilà, D'accord. ça c'est mon avis. Ok, d'accord. Mais donc, tu vas préparer le terrain où tu vas mettre les cochons à l'avance, tu vas planter du topinambour, et des choses comme ça, ou tu vas les mettre sous un chêne, ou comment est-ce que tu vas faire pour Je les les mets nourrir? dans la forêt, on va les mettre dans les bois directement, hein. Ah, carrément, oui. Donc là, ils vivent leur vie de cochons sauvages, quoi, un peu. C'est ça. Bah, on voudrait prendre des variétés rustiques qui se rapprochent plus du cochon sauvage. Je pense qu'il y a pas mal d'intérêt à se rapprocher toujours des variétés sauvages pour le permaculteur, Ouais, parce que déjà d'une part ils sont plus autonomes, plus rustiques et moins fragiles. Bon, plus rustique, c'est un peu la même chose, mais voilà. Donc, nous, on ira vers des variétés, soit des cochons vietnamiens qui sont plus petits, qui font moins de dégâts, parce que les dégâts, c'est aussi important. ah oui, intéressant. Les cochons roses qu'on a aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Il faut pas aller vers Ouais, ça. C'est violent, ça fait beaucoup de dégâts, c'est très dur à contenir. d'accord. Bon, voilà. Moi, je serais plutôt pour des petits cochons et avoir une petite famille au moins qui s'éclate, quoi, qu'ils aient un peu de vie. Oui, oui, bien sûr, d'accord. Et donc, si on est végétarien, prendre un cochon juste pour le labour et pour travailler son sol, c'est pas intéressant alors. Enfin, déjà, il en faut deux, donc. Végétarien, un végétarien qui mange des œufs, vaut mieux avoir des poules pour travailler le sol, je pense. Ouais, mais c'est différent, ça gratte. Oui, c'est différent, quoi. C'est pas le même travail, quoi. Non. Bah non, après, ça dépend quelle surface, il Ouais, faut voir. Moi, je t'avouerai qu'ici, on ne travaille jamais le sol, sauf quand on a besoin d'ouvrir une nouvelle zone de culture. Donc, j'ai jamais eu ce besoin-là de travailler le sol. d'accord, d'accord. Ok. Ben, je pense que tu as déjà bien répondu à ma question qui était donc, arrives-tu déjà à produire une bonne partie des énergies dont vous avez besoin, hein? Vous êtes bien complet là déjà. Et On donc, a oui, précisé, disons que pour préciser, ici, on a 4 panneaux solaires et une éolienne qu'on a construit ici. ah oui, Et je dirais que c'est pas tout à fait suffisant. Je dirais que pour nos besoins à la maison, il faudrait qu'on rajoute peut-être 3 ou 4 panneaux solaires en plus. Pour l'instant, on y va petit à petit. Ça a toujours été la politique de la maison, c'est d'aller du bas vers le haut, vers plus de confort plutôt que de surenchérir comme on le fait aujourd'hui et d'être à crédit. Donc oui, on y va petit à petit. On essaye on s'est interdit les résistances électriques dans la maison déjà pour commencer, et puis ensuite, à part la cocoterie, ma femme est chinoise, d'accord. mais voilà, sinon on y va petit à petit et on s'en sort vraiment pas trop mal. En eau, on est autonome, Ouais, il n'y a pas de souci et on se régale. oui, bah oui, oui. Et donc ça justement pour l'eau, au niveau des filtres, tu dois remplacer les filtres régulièrement, tous les ans ou quoi, c'est ça? C'est des petits filtres C'est ça, ouais. il y a deux filtres, un 25 microns et un 50 microns, un truc comme ça, c'est ça? Pour, Alors, on a mis un 10 microns à l'entrée de la maison, qui est juste un filtre de sédiment, hein, qui enlève vraiment la matière grossière. ok. Et on a un deuxième filtre uniquement pour l'eau potable, donc il ne tourne que pour remplir des carafes et des pichets, Ah oui, qui est à charbon actif céramique. d'accord, oui, je vois, c'est des filtres avec plusieurs filtres par où l'eau passe. Et puis tu as un petit robinet en fait. C'est ça. C'est ça, ok, d'accord. Là, Ok, ce modèle-là n'a qu'une seule cartouche, hein. C'est une cartouche qui fait charbon actif et céramique en même temps, ce qui est assez pratique. ok. Alors justement, comment vois-tu le monde plus tard, dans 20 ans par exemple? Penses-tu que la permaculture a de l'avenir? Je tournerai la question différemment. Je ne fais pas partie des grands optimistes de la permaculture. Je serais plutôt un partisan de l'école de David Holmgren, c'est-à-dire que je crois qu'on va se prendre le mur et que s'il y a une façon de vivre ici-bas et qui nous permettrait de vivre plus longtemps après le mur, ce sera la permaculture. Voilà, ça c'est mon avis. C'est s'il y a malheureusement demain ou aujourd'hui, on n'est pas assez nombreux à se poser cette question-là, à savoir est-ce qu'on va pouvoir vivre longtemps sur cette planète et comment. Comme on n'est pas assez nombreux à se la poser, eh bien, on sera peut-être beaucoup moins nombreux à se la poser au moment où on n'aura plus le choix. D'accord, d'accord. Bah oui, c'est vrai que c'est difficile de convaincre tout le monde Ah actuellement. oui, puis c'est pas notre boulot. Je crois Ouais, que notre boulot, enfin, je crois que moi, mon boulot, c'est de faire, de suivre ma passion au plus, et puis après,
eh ben, j'ai l'impression que ça séduit déjà beaucoup, beaucoup de gens et qu'il n'y a que comme ça que je peux remplir ma fonction d'être moi-même C'est ça. et pas faire je tente pas de faire de propagande. Je suis les moyens de communication d'aujourd'hui. J'essaye de rester un petit peu avec les loulous avec qui je travaille, tous les copains et les amis qu'on a rencontrés ces dernières années, avec qui on avance ensemble. Ouais, On essaye de faire en sorte que ce qu'on fait, c'est double fonction, c'est-à-dire que ça nous serve nous, mais que ça serve aussi les autres. Mais excellent. pas de cinétisme, Ok, prennent qui veulent, ceux qu'ils veulent, quoi. c'est bien, c'est bien. Faut vivre notre vie de la meilleure manière qui soit pour nous, en fait, c'est ça. Et puis viendront ceux qui seront intéressés, oui. Tout à fait Ouais, je suis raison. bien d'accord. Et donc, avant de nous quitter pour cette interview, aurais-tu un conseil ou un petit truc ou une astuce à donner à ceux qui découvrent la permaculture, qui veulent se lancer, démarrer leur projet en permaculture, que ce soit transformer là où ils sont ou démarrer sur un nouveau projet? Est-ce que tu aurais un ou plusieurs conseils à donner? Parce que je connais beaucoup de gens qui, voilà, ils viennent de découvrir la permaculture depuis à peine un an. Ils ont plein d'envie de changer, ils sont même un peu dégoûtés de la situation dans laquelle ils sont, c'est compliqué. Donc, comment ne pas mettre la charrue avant les bœufs? Enfin, voilà, si tu as une idée. Ah, j'ai plein d'idées. Alors moi, je vais dire ce que j'ai vécu quand j'ai commencé, c'est que je me rappelle ma grand-mère qui me disait Pascal, tu vas aller à l'école, tu vas tout savoir, vous allez tout savoir, nous on sait rien. Ben moi, le jour où j'ai compris que je sortais de l'école, que j'avais passé 25 ans de ma vie à l'école et que je ne savais rien et que ma grand-mère, elle, savait tout. Les choses indispensables à la vie, construire, être capable de bricoler, de construire sa maison, de faire à manger, de nourrir sa famille, la base, quoi. C'est bien de surfer Internet et de taper vite à l'ordinateur, mais la base, je savais rien du tout. Et donc, ce que je dirais à tout le monde, c'est quand on sort de la vie de consommateur Ouais, aliéné hors sol et qu'on veut retrouver la connexion avec la nature et une vie responsable, autonome au milieu de cet environnement qui est accueillant, mais faut le voir ça. Eh ben, il faut se sortir les doigts du voilà et et prendre patience et trouver le plaisir dans le processus et sortir du plaisir dans le résultat qui est le plaisir du consommateur, c'est prendre plaisir dans l'activité. ah oui, Et moi, au début, j'ai dû retaper une petite maison en pierre et la pierre, c'est long, c'est dur. Je savais rien faire. Je me suis fait un peu mal au début, je trouve, pour pouvoir avancer, faire des journées de travail correctes, où j'avais pas l'habitude des activités physiques. Et ben petit à petit, j'ai trouvé un plaisir, une sagesse dans le fait de poser des pierres toute la journée. Voilà, y a un plaisir qui vient de tout ça, mais c'est comme si on voulait apprendre la méditation du jour au lendemain. La première fois qu'on fait de la méditation, on découvre pas le potentiel qu'il y a derrière ça. Ça ouais, vient après. Il y a tout un bonheur et un plaisir qui est derrière tout ça et qu'il faut être patient et prendre et comprendre la leçon d'humilité qu'il y a derrière ça, c'est qu'on est, à un moment donné, on est peut-être bon à rien, mais avec le temps, avec la patience, on devient qui on veut devenir petit à petit, quoi. Et ça, il y a pas de fin à ça. C'est une fois qu'on est dans le processus d'amélioration de soi de notre entourage, puisque la permaculture, c'est aussi améliorer la maison, faire une belle maison confortable, un beau jardin qui produit, mais tout ça, ça ne va que de mieux en mieux. Il y a une apogée, mais je la vois pas, moi, encore. d'accord. Il y a voilà, de l'espoir et de la patience, de la persévérance et de la témérité. Et c'est ça, avoir confiance dans le processus, confiance en soi et justement ne pas voir tout ce qu'il y a à faire, peut-être juste faire une chose à la fois, quoi, c'est ça. Oui, Ouais, la confiance, c'est important. Et pour rebondir là-dessus, je dirais qu'il y a un monsieur, un permaculteur, qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a dit un matin, mais tu vois, tu sais, il y a qu'une chose à savoir, il suffit d'avoir confiance que tout va bien se passer. ah Et oui, il me l'a dit à un moment donné où j'avais besoin de l'entendre. Et maintenant, je ne m'angoisse pas pour les chantiers que je lance. Et les chantiers se passent bien. Tout est bien fini, à temps, plus joli que prévu. Et je sais pas, c'est peut-être une recette miracle, mais ouais, comme tu l'as dit, la confiance, ok, c'est plus que la confiance en soi, c'est la confiance dans l'univers, c'est que ça. tout va bien se passer.
c'est bien. Bah C'est oui, un peu c'est. mystique, hein. Mais c'est C'est un pas état trop d'esprit. mon genre, mais quand même. Non, non, mais si, c'est un état d'esprit et c'est ça qui peut tout changer aussi, quoi. Donc, merci beaucoup, Mm. Pascal, pour cet excellent conseil. Et Merci à merci pour toi. cette interview, alors. Et donc, juste avant de finir, c'est vrai que j'allais clôturer. Est-ce que tu fais des activités, justement, si des membres, des gens qui nous écoutent, ont envie de te rencontrer ou d'en savoir un peu plus sur tes projets, comment est-ce qu'on peut te contacter? Dis-moi un petit peu ça. Bah, je dirais que ma principale activité aujourd'hui, c'est de monter des projets et de trouver des gens qui sont motivés pour les emmener jusqu'au bout avec moi. Et principalement, ça se fait à travers une association qui s'appelle Terre, Paille et compagnie. Et le site internet, c'est http://terre-paille.fr. D'accord. Et par là, ben, on peut adhérer ou juste recevoir des nouvelles. On fait des stages dans tous les domaines, on expérimente des choses dans tous les domaines, on s'éclate. Et ben, j'espère qu'il y a plus de gens qui s'éclatent comme ça. Et si vous voulez voir comment on s'éclate, vous pouvez aller sur le site internet. Ouais. Et de fil en aiguille, vous saurez un petit peu. Il y a des vidéos, il y a Oui, des il y photos. a des superbes vidéos d'ailleurs. Oui, oui, tout à fait. C'est toi qui fais les montages? Merci. Non, non, j'ai essayé, j'en ai fait quelques-uns. Si, si, il y a quelques montages que j'ai fait, mais je me trouve tellement mauvais et il y a tellement de temps à passer là-dedans qu'on peut pas savoir tout faire. Oui, d'accord. Mais c'est vraiment des bonnes vidéos, Je c'est vrai que cherche, on cherche des compétences dans ce domaine d'ailleurs. Ah ok, d'accord. Si j'en trouve. Mais donc, terre-paille.fr, mais ça fonctionne pas avec les Mhm. www, en fait. Tu dis HTTP, ça fonctionne Oh, pas. moi je l'aimais plus. Le W, ça marche ça encore? Ah Je ben, sais pas. je sais pas ce que tu disais. Mais Ok, ça marche, terre-paille.fr, ça marche. ok, c'est pour être sûr que tout le monde arrive sur le site. Ok. Merci Pascal. J'espère à très bientôt, hein. On va se rencontrer cet été une nouvelle fois. Tu m'avais déjà donné cours en 2010, mais voilà, on se reverra donc cet été. À très bientôt. C'est amélioré depuis, hein. Ah, j'espère. Ok. Allez, Merci à toi. oui, bonne journée, hein. Au revoir. Bonne journée. Bye bye.